Vous les connaissez. C'est le genre de personnes qui ne pensent qu'à leur gain au détriment des autres. Ils sont manipulateurs et prêts à mentir pour arriver à leur fin. Ils sont dogmatiques et déconnectés de la réalité. En fait, si ces descriptions vous évoquent quelque chose, il est possible que vous soyez tombé dans le piège de la polarisation politique. La polarisation accentue notre tendance à attribuer des mauvaises intentions à ceux et celles qui ont des opinions contraires aux nôtres, en d'autres termes, ceux qu'on perçoit comme étant dans le camp adverse. Pourtant, les différences de valeurs, de principes et d'opinions entre les individus ne sont pas un problème en soi. Tant qu'il est possible d'échanger, de comparer des idées, les conflits peuvent se résoudre pacifiquement. Une société qui dialogue, c'est une société qui propose des initiatives, suggère des compromis, trouve des solutions et, ultimement, prospère intellectuellement et socialement. Mais malheureusement, le climat politique actuel ne semble pas être à l'image de cet idéal. Nous cherchons aujourd'hui à comprendre comment se manifeste la polarisation politique et surtout ce que nous pouvons faire pour l'enrayer. Commençons par voir quels sont les obstacles au dialogue susceptibles de contribuer à la polarisation. En portant un regard critique sur nous-mêmes, on se rend compte que bien souvent, et peut-être indirectement ou inconsciemment, nous sommes les instigateurs de la polarisation. Par exemple, il est parfois difficile de s'exprimer lorsque nos opinions vont à l'encontre de celles des autres. Vivre en société, c'est souscrire au contrat social. Et parfois, ça implique d'éviter certains sujets ou de faire taire sa pensée. Nous évitons les sujets difficiles ou les discussions gênantes, que ce soit dans le but de plaire à une figure d'autorité ou d'éviter de froisser un ami. C'est grâce à cette autocensure volontaire que, franchement, on arrive à vivre ensemble, mais c'est également en partie à cause d'elle qu'on est de plus en plus polarisé. L'omniprésence des réseaux auxquels nous sommes constamment exposés fait en sorte que la politique nous paraît souvent plus étrange qu'elle aurait été en l'abordant face à face avec une autre personne. Les points de désaccord paraissent irréconciliables, et finalement nous construisons une image presque caricaturale de ce que nous voyons comme nos opposants à un point où la divergence d'opinion devient viscérale. Nous avons facilement recours à deux types de sophismes. Le premier est de se construire un homme de paille à l'image de nos adversaires idéologiques, et le second est d'être aveugle ou d'avoir un angle mort vis-à-vis des faiblesses de nos propres convictions et les forces de celles des autres. Le gouffre idéologique qui persiste est souvent dû à l'incapacité de concevoir le discours de nos opposants. Notre but devrait être de faire preuve de bonne foi, même lors des conversations qui mettent franchement mon honneur à l'épreuve. Mais sans les contraintes qu'impose le dialogue direct, il est très facile de se laisser emporter. Quand nous communiquons, la majorité des émotions que nous dégageons et percevons chez un interlocuteur sont non verbales. Parmi elles, l'empathie est sans doute l'émotion la plus productive en matière de discussion politique. C'est ce qui nous amène à être raisonnables et faire preuve d'ouverture et de considération. Malheureusement, ce désir d'éviter les conversations difficiles en personne transparaît également dans nos habitudes en privé. Qu'il s'agisse des groupes de discussion sur Facebook, des gens qu'on suit sur Twitter, des vidéos YouTube qu'on regarde, l'information qu'on consomme, si elle est à caractère politique, tend à s'aligner avec notre mode de pensée. Par exemple, le fait de supprimer quelqu'un sur un réseau social sur la base d'un désaccord ne fait qu'accroître la division. Et sans surprise, la plupart des algorithmes modernes se basent sur ce que nous consommons et les liens que nous créons pour suggérer un produit ou des idées qui pourraient nous plaire. Pour prendre le cas de Facebook, son algorithme promouvoit le type de publications que vous aimez, que vous partagez, ou qui sont aimées et partagées par vos amis, alors qu'il élimine les publications avec lesquelles vous n'interagissez pas. Au final, vous vous retrouvez exposé à une série d'idées qui ne font que renforcer votre position. Vous vous retrouvez alors dans une chambre à écho qui ne reflète pas la véritable diversité d'opinions de l'ensemble des gens. Plusieurs médias et sites de nouvelles bas de gamme se servent de ce phénomène pour leur gain personnel. Comment ?
simplement en produisant du contenu volontairement incendié qui a tout de même l'attrait de réaffirmer une opinion préconçue et manufacturée pour que vous la voyiez, pour que vous l'aimiez et pour que vous la partagiez. Un facteur important et peut-être moins soupçonné est l'influence des journaux et chaînes d'information traditionnelles dans la diffusion d'informations sensationnelles. Le fait même de renchérir la menace du terrorisme et y accorder une tribune disproportionnée en exploitant le sujet sans fin est une source en soi de problème. Parce qu'en fait, au final, on ne fait qu'alimenter un climat propice à la terreur. La peur et le sentiment d'insécurité qu'on peut ressentir est l'objectif premier du terrorisme, et sans même le vouloir, les médias traditionnels y contribuent. Mais les conséquences inattendues de la contribution des médias ne s'arrêtent pas là. C'est cette même propension au sensationnalisme qui crée une distorsion de la réalité et des faits, alimente l'antagonisme et accroît la perception du gouffre idéologique qui existe entre les individus. Le contenu trompeur et sensationnaliste est un problème à part entière, c'est vrai. Mais au-delà de notre susceptibilité à ce genre de contenu, nous contribuons tous à la polarisation en évitant ce qui nous déplaît et en cherchant ce qui nous plaît. Que ce soit le fait de supprimer un ami sur Facebook, de changer ses paramètres sur Twitter, de s'abonner à une nouvelle chaîne sur YouTube, les actions les plus anodines ont un impact à plus grande échelle sur notre façon de penser à cause de leur effet cumulatif. La solution ? Quittez votre zone de confort et discutez avec ceux qui ont des idées différentes. C'est parfois difficile de dire si certains phénomènes de polarisation ne sont pas uniquement les conséquences d'autres problèmes plus abstraits. Par exemple, aux États-Unis, on a souvent le sentiment qu'à cause du bipartisme, les acteurs politiques pensent avant tout au succès de leur propre parti plutôt qu'au succès du système politique. Parce qu'un système démocratique nécessite une certaine forme de collaboration. On souhaiterait d'une démocratie l'apport équitable des sénateurs de part et d'autre de l'allée politique qui échangent pour arriver à un certain consensus. Mais quand on observe la tendance aux États-Unis depuis les 50 dernières années, c'est tout simplement pas le cas. Avec le temps, le Sénat et la Chambre des représentants se sont grandement polarisés et aujourd'hui il est rare de voir des opposants collaborer sur le même projet. Au contraire, les acteurs politiques vont jusqu'à amoindrir l'impact de leurs opposants et les attaquer. Certains phénomènes de polarisation sont à la fois la cause de problèmes dans les systèmes politiques comme le ressentiment, la frustration, le sabotage, l'attitude antagoniste du nous contre eux. Pour faire avancer les idées en société, il est nécessaire d'aiguiser la capacité qu'on a à percevoir et interpréter des idées qui nous sont étrangères. Il faut avant tout comprendre que les opinions des autres peuvent avoir de la valeur ou présenter certains défauts en dépit de leur véracité. On peut avoir tort en faisant preuve de logique, mais on peut également avoir raison pour des mauvaises raisons. Et c'est en faisant cet effort conscient d'écouter les opinions de chacun, sans angle mort pour leurs défauts et leurs qualités, qu'on se rapproche un peu plus du juste milieu. Je crois fondamentalement que chaque personne est maître de soi-même. Un crime sans victime ne devrait pas être un crime. Par exemple, tout le monde est d'accord que le gouvernement n'a pas son mot à dire dans la chambre à coucher. De la même façon, je crois qu'il n'a pas son mot à dire dans les autres relations. Plus concrètement, je serais pour la légalisation de la prostitution et de la drogue, ainsi que d'accepter un emploi sous le salaire minimum. De cette façon, nous aurons plus de liberté, autant sociale qu'économique. À mon avis, l'humanité s'approche de ce que j'appellerais un ère d'autosuffisance. Ce qu'une personne requiert pour vivre est maintenant plus facile à produire et coûte moins cher. C'est pourquoi je pense que nous devrions tous pouvoir survenir à nos besoins indépendamment de notre contribution individuelle à la société. Le revenu de base universel, l'accès gratuit à des soins de santé et à l'éducation supérieure sont des piliers de la société de demain. Je pense que le mouvement MeToo a permis à certaines femmes de s'exprimer sur les moments douloureux de leur passé et que ça a eu somme toute un impact positif en ce qui a trait de la conscientisation sociale vis-à-vis des violences sexuelles. Mais il y a également eu des abus et des conséquences inattendues. Et ce sont ces contre-coups, combinés aux tensions déjà existantes,
qui ont des conséquences très sérieuses sur les relations professionnelles entre les sexes et le monde du travail de façon plus large. Tout ceci ne sera possible que grâce à votre participation. Donc faites le premier pas, quittez votre zone de confort et discutez des sujets chauds avec vos amis et votre entourage. Abonnez-vous à la page pour ne rien manquer, et que vous croyez que nous avons raison ou bien que nous avons tort, nous voulons entendre vos idées et commentaires sur YouTube et sur la page Facebook. L'important, c'est que nous fassions tous partie de la discussion, et ensemble, nous pourrons trouver le juste milieu.